Alors, bonjour à tous et bienvenue à la 16e édition de la conférence TELUS Santé. Comme certains parmi vous le savez, c'est une première cette année en version virtuelle. Alors, compte tenu des circonstances que nous vivons, comme vous le savez, en espérant que vous êtes tous en sécurité et en santé, ainsi que vos familles. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre intérêt et votre participation à ce troisième webinaire de la série portant sur les soins virtuels au Canada. Je m'appelle Caroline Jolin, directrice générale du marketing chez TELUS Santé et j'aurai le privilège d'être avec vous aujourd'hui au cours de ce webinaire. Nous l'espérons, le contenu sera à la hauteur de vos attentes. C'est grâce à nos nombreux commanditaires ainsi qu'aux assureurs partenaires de TELUS Santé que nous sommes ici cet après-midi. Je parle bien sûr ici de Canada Vie, Desjardins, Industriel Alliance, La Capitale, la financière Sun Life et UV Assurance. Pour optimiser votre expérience aujourd'hui, je me permets de partager certains points importants. Alors, vous serez placé en mode sourdine par défaut. Toutefois, nous vous recommandons de vous connecter au webinaire par téléphone et de fermer le volume de votre ordinateur. Vous aurez ainsi une meilleure qualité de son. C'est un webinaire qui sera pas interactif, mais nous allons vous inviter à poser vos questions en cours de webinaire en utilisant le chat. Pour ceux qui veulent poser vos questions de vive voix, vous aurez aussi la possibilité de les poser à la fin de la présentation et nous vous inviterons les instructions au moment venu. Si vous avez des questions ou des ennuis techniques pendant le webinaire, nous vous recommandons d'envoyer un courriel à telussanté@telus.com ou encore d'utiliser la fonction de clavardage et envoyer un message à l'attention de Suzy Kim. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible dans environ une semaine. Vous recevrez le lien de l'enregistrement directement par courriel. Après ce webinaire, vous allez recevoir un sondage de satisfaction et comme à chaque année, pour ceux qui sont avec nous depuis quelques années, nous comptons sur vous pour nous faire part de vos commentaires que nous lisons avec soin et qui nous aident à chaque année à améliorer la qualité de nos présentations et de nos événements. Cette année, le système de crédit de formation continue sera un peu différent, alors compte tenu du changement du format au mois du webinaire. La liste des participants sera soumise avec le matériel du webinaire pour attribution des crédits. On vous enverra le tout d'ici quelques semaines. Veuillez noter que selon les organismes de réglementation, 1 heure de webinaire équivaut à 1 crédit. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc notre conférencier, Dr. Hoa Phong Lee. Actuellement directeur médical au sein du groupe Santé Médicis, soutenu par TELUS Santé, Dr. Lee possède une expertise aussi diversifiée qu'approfondie. À titre de médecin pour Akira par TELUS Santé, il s'intéresse plus particulièrement au dépistage précoce des maladies de type affections cardiovasculaires, cancer et certaines autres. Dr. Lee prodigue également des conseils aux entreprises en matière de sécurité et de prévention en milieu de travail et en matière de gestion des invalidités de courte et de longue durée. Il a obtenu son doctorat en médecine de l'Université de Montréal en 2015. Auparavant, il exerçait la profession d'avocat dans le domaine des opérations bancaires et des fusions et acquisitions au sein du cabinet Ogilvy-Renault, aujourd'hui connu sous Norton Rose Fulbright. Accueillons chaleureusement Dr. Hoa Phong Lee. À vous. Parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci tout d'abord à TELUS de m'avoir invité à participer à cette présentation webinaire. Et puis, merci aussi à tous les participants de prendre de votre précieux temps pour participer avec nous à cette présentation aujourd'hui. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Dr. Lee. Tu peux retourner juste à la slide précédente. Donc, médecin de famille, soins de première ligne. Je travaille aussi en santé du travail. Donc, comme elle l'a abordé, je conseille plusieurs entreprises au Canada, que ce soit Canada Steamship, que ce soit des entreprises comme Desjardins qui sont ici. J'ai travaillé à plusieurs reprises sur des dossiers aussi avec Sun Life, avec plusieurs des commanditaires qui participent
participent à la présentation aujourd'hui, souvent pour des dossiers soit d'invalidité ou encore là, pour des questions liées à la santé et sécurité au travail. Également, je m'occupe de la santé des marins avec Transport Canada, aussi pour toutes les questions d'immigration, que ce soit pour des permis de travail, résidence permanente et tout ça. Donc, je suis un médecin certifié aussi par Immigration Canada. Et puis, je voulais aussi déclarer que j'ai pas de participation financière quelconque là, dans aucune entreprise qui pourrait être affectée par les soins virtuels ou quoi que ce soit. Peut-être la seule chose, c'est que, comme mentionné, je suis médecin au groupe Santé Médicis. Je suis directeur médical là-bas, puis c'est une entité là, qui est une propriété de TELUS. Mais autrement, j'ai pas d'autres conflits d'intérêts au niveau de la santé virtuelle. On peut passer à la diapo suivante. Donc, première petite mise en contexte, je trouvais ça intéressant de juste rentrer un peu dans le thème du futur parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On a vu des changements rapides dernièrement, mais où est-ce qu'on s'en va dans le futur? Je pense que c'est une des questions intéressantes pour aujourd'hui. Puis ici, je sors une citation là, qui était quand même il y a 5 ans par un cardiologue et professeur en génétique qui nous donnait un peu une prédiction que dans le futur, on aurait une possibilité de détection de maladies avec les technologies d'une façon très précoce qui nous permettrait éventuellement d'éviter l'apparition de certaines maladies. Ça pouvait sembler un peu avant-gardiste et tout ça, mais si on se regarde vraiment qu'est-ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui versus qu'est-ce qu'on a dans les dernières décennies, c'est incroyable que ce soit autant au niveau de traitements pharmacologiques, des médicaments qui sont un peu comme des missiles à tête chercheuses capables d'aller identifier des parties d'un gène particulier puis aller agir sur ces gènes-là. Donc, définitivement, on est rendu réellement dans une médecine qui est très avancée, des outils technologiques qui sont très avancés. Pour des cas complexes, il y a des coopérations internationales qui se font où est-ce qu'il y a des groupes qui se transfèrent des données. Donc, c'est tout à fait là, une période super excitante au niveau de la médecine, au niveau de la collaboration, au niveau des biotechnologies également. Aujourd'hui, par contre, on va se concentrer davantage sur ce qu'on appelle les soins virtuels, qui ne sont pas basés sur des technologies qui sont très poussées, mais plutôt qui sont vraiment axés sur la livraison des soins d'une façon plus efficace que ce qu'on a eu traditionnellement, là, qui est d'aller physiquement chez son professionnel de la santé pour obtenir un examen, des conseils et des recommandations. On peut passer à la diapo suivante. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de couvrir durant la présentation? On va parler un petit peu de l'historique des soins virtuels, un peu qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde, le portrait aussi des citoyens canadiens, comment ils voient les soins virtuels, comment c'est quoi leurs anticipations, qu'est-ce qu'ils aimeraient obtenir à ce niveau-là, et aussi quelles sont leurs craintes au niveau des soins virtuels. Donc, ces craintes-là vont faire partie des obstacles. Il y a également d'autres obstacles dont on va parler en termes de financement, en termes de réglementation. En troisième lieu, on va discuter comment est-ce que la situation actuelle a permis d'éliminer plusieurs des obstacles qui, jusqu'à maintenant, étaient très, très lents à surmonter. Et puis, tout à coup, on dirait que les barrières ont réellement été jetées par terre, ce qui nous permet un déploiement beaucoup plus rapide, là, puis une évolution rapide du marché au niveau de la télémédecine. Là. Ensuite, une des parties les plus importantes pour moi, c'est vraiment la réaction des patients. Je pense que c'est ce qui me donne le plus confiance au niveau des années à venir, au niveau des soins virtuels. Moi-même, je pratique comme médecin sur une plateforme de télémédecine. Maintenant, ma pratique est à peu près 50% virtuelle, 50% en personne. Donc, je vois bien le feedback là, des patients que je vois virtuellement. Puis, je vais prendre le temps de vous en parler un peu tout à l'heure. Quelques discussions un peu sur le public versus le privé. Qu'est-ce qu'on voit en termes, je vais parler surtout aussi du Québec, là, parce que je connais moins la situation ailleurs au Canada, mais ici, un peu les initiatives qui ont été déployées par le système public, un peu qu'est-ce qu'on voit aussi au niveau de l'industrie privée. Puis finalement, on va clore là, sur certaines discussions par rapport à l'avenir at large au niveau des soins virtuels. Donc, si on regarde pourquoi les soins virtuels sont devenus une nécessité, ou en tout cas sont en train de devenir une nécessité,
La première raison, puis ça a toujours été le défi au niveau des soins de santé, c'est l'accès. Vous le savez, je pense que ici, on est dans un public francophone, donc j'imagine que 95% peut-être de l'audience là, viennent vraiment du Québec. On connaît les challenges qu'on a. Je pense que n'importe qui d'entre vous qui avait essayé d'avoir un médecin de famille au public a probablement, à moins d'avoir des très bons contacts, dû être sur une liste d'attente, si on est en très bonne santé, probablement pendant 2, 3, 4 ans, dépendamment de la région où on habite, avant d'avoir accès à une clinique, avant d'avoir accès à des soins de santé. Donc, définitivement, les accès aujourd'hui demeurent encore un challenge énorme. Ensuite, il y a une question aussi de coût. Faut comprendre que tout ce qui est, je dirais, brick and mortar, donc tout ce qui est l'immobilier, tout ce qui est l'infrastructure qui vient avec livrer des soins là, de façon traditionnelle dans des cliniques engendre des coûts certainement qui sont énormes. Là, ensuite, on a qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui avec les problèmes liés aux épidémies, les transmissions de maladies contagieuses. Donc, définitivement, ça, c'est un autre enjeu qui font en sorte que l'accès est difficile. On l'a vu récemment. Si vous voulez avoir une consultation avec votre médecin de famille, probablement que vous appelez à la clinique, puis là, ils vont vous dire, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, vous pourrez avoir un rendez-vous téléphonique avec votre médecin. Puis ensuite, on jugera si vous avez besoin de venir en personne. Donc, on s'entend que le délai pour pouvoir consulter quelqu'un demeure encore très complexe. Puis finalement, je pense que le plus important, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est que les patients, une fois qu'ils ont goûté aux soins virtuels, ils comprennent ce que c'est. Je pense que ça diminue un peu certaines anticipations, certaines craintes qu'ils pouvaient avoir. Et puis par la suite, une fois que les gens ont pu voir comment est-ce que c'est commode de pouvoir consulter en ligne, à ce moment-là, ça change complètement leur perspective, puis ils ont des attentes par rapport à la livraison des soins de santé. Pourquoi aller attendre plusieurs heures dans une salle d'attente avec possiblement, on va attraper d'autres choses, on va attendre plusieurs heures, alors qu'il y a probablement des solutions beaucoup plus pratiques pour pouvoir consulter ces professionnels de la santé. Donc, si on parle un peu du portrait au Canada, ces statistiques-là viennent ici d'un sondage qu'il y a eu à l'été 2019 par l'Association médicale canadienne qui ont sondé la population, puis ça, c'était vraiment pan-canadien, là, c'est pas unique au marché du Québec, pour avoir un peu une perspective des gens, voir à quel point est-ce qu'ils sont prêts, puis qu'est-ce qu'ils s'attendent au niveau des soins virtuels. À l'époque, bien sûr, très peu de gens, je vous dirais, pré-COVID, là, on était dans un taux d'adoption, là, peut-être autour de 5 de la population canadienne qui avait déjà fait des téléconsultations par vidéo. Donc, on est très, très loin de ce qu'on voit là, ailleurs à travers le monde. Fait que ça, c'était surtout des gens qui n'avaient jamais encore adopté les soins virtuels, qu'est-ce qu'ils pensent et quelles sont un peu leurs appréhensions. Donc, on voit que les chiffres là, varient là, entre 2 tiers et 3 quarts des gens qui sont plutôt d'accord et favorables là, avec le fait que les soins virtuels vont éventuellement améliorer l'accès aux soins, que ça les rendrait plus efficaces, plus rapides, que c'est beaucoup plus pratique aussi que des visites en personne et aussi que ça potentiellement améliorerait les soins de santé dans leur ensemble. Donc ça, c'est des chiffres qui sont très, très, très intéressants. De l'autre côté, on voit leurs craintes aussi. Ils se demandent, bon, est-ce que le lien physique à avoir avec les professionnels, le lien de compassion, l'empathie, est-ce que c'est des choses qu'on va perdre à travers une augmentation des soins virtuels et une diminution des soins physiques? Est-ce que les visites virtuelles posent un risque pour la vie privée? Est-ce que les soins virtuels vont dénaturer, vont nuire au système public au Canada? Donc, c'est des craintes qui sont exprimées par les gens. C'est aussi des besoins qui sont exprimés par des gens. Donc, je pense que tout ça, ça met la table à ce que au Canada, on accélère notre réflexion par rapport aux soins de santé, à l'adoption des soins de santé, quelle va être la place de chaque joueur au sein des services qui doivent être livrés à la population et aux travailleurs. Donc,
cette diapo, je la trouvais intéressante pour montrer que c'est sûr, comme on s'y attend, là, peut-être les plus jeunes pourraient démontrer un intérêt ou une facilité plus grande vers les soins de santé virtuels. Mais en fin de compte, quand on regarde ça quand même, dans le groupe d'âge des 55 ans et plus, c'est quand même plus de 60% des individus sondés qui ont un fort intérêt pour passer vers des soins de santé virtuels. Ensuite, à la droite de la diapo, on voit également que ça touche plusieurs ordres de professionnels, donc autant pour se rapporter avec les médecins, les pharmaciens, avec aussi là, tous les paramédicaux, les physiothérapeutes, les ergos. Bon, il y a des choses qui ont besoin d'examen en personne, mais les gens sont plutôt très intéressés. Là, si on combine les statistiques ensemble, c'est près de 2/3 de la population qui ont un intérêt et ça touche tous les groupes d'âge. La variation, elle n'est pas si grande entre les 18-34 et les 55 et plus. L'autre perception, je pense, qui est intéressante, qui ressort de ces études-là, c'est de montrer qu'on a l'impression qu'il y a un retard au niveau canadien. Puis je vous dirais que ça, ici, c'est plus un sondage, qu'est-ce que les gens y en pensaient, mais c'est un reflet de la réalité aussi. On voit ici que 72% de la population était plutôt fortement en accord avec le fait qu'on a tardé à adopter ce système de soins-là. Aussi, les gens croient que les médecins ne sont pas prêts à adopter cette technologie-là. Beaucoup de gens pensent aussi que pour le gouvernement, ça serait difficile de couvrir de tels soins. Donc, on voit qu'il y a toutes ces conceptions-là au niveau de la population qui, en fin de compte, ça c'est intéressant, c'est un sondage qui datait de pré-COVID. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, bon, les gens seraient quand même d'accord qu'on a été probablement en retard sur le mouvement, mais en même temps, on est en train de se rattraper. Puis, la statistique plus sur est-ce que les professionnels, les médecins sont prêts ou non pour les soins virtuels, là, tout vient juste de s'accélérer, là, je vous dirais, d'une bonne dizaine d'années en termes d'adoption, puis en termes d'adoption autant pour les professionnels que pour les individus. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau international, par exemple, alors que pour nous, c'est relativement nouveau, tu sais, la technologie existe depuis très longtemps, puis des compagnies canadiennes là, qui avaient développé des systèmes pour la télémédecine, là, tu sais, ça fait un bon 15-20 ans au moins que ça existe, mais à la fois, c'était pas encore très pratique. Tu sais, on se rappelle, il y a 10 ans, on essayait d'utiliser des fonctions vidéo sur un téléphone, puis tout ça, puis il y avait beaucoup de latence, il y avait beaucoup de lag. On peut s'imaginer que consulter sur des systèmes comme ça, c'était moins pratique, alors que maintenant, bon, tu sais, les infrastructures de réseau, puis tout ça, là, ont rattrapé, fait que pouvoir faire des vidéos fluides comme on fait aujourd'hui avec des centaines de personnes, on se présente, puis tout ça, là, maintenant, ça fonctionne très bien. Donc, c'est sûr, là, maintenant, on voit une grande adoption, là, surtout avec la situation qui s'est présentée avec le COVID, puis on va le couvrir un peu sur qu'est-ce qui se passe au niveau du public, qu'est-ce qui se passe au niveau du privé un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, si on regarde les grands mouvements qu'il y a eu ces dernières années, en 2018, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, adopte une résolution sur la santé numérique lors de son assemblée générale. On met les lignes, puis on invite tous les pays membres à adopter des politiques en faveur, parce que lorsqu'ils ont fait une revue stratégique des différentes façons qui vont pouvoir améliorer l'accès à la santé pour autant l'ensemble de la population, aussi pour les populations vulnérables, ça passait beaucoup le contrôle des coûts de santé, l'amélioration de l'accès de la santé à travers les outils numériques. Donc, ils ont invité l'Organisation mondiale de la santé, tous les pays membres, à adopter eux-mêmes des plans stratégiques pour la modernisation des soins de santé. Donc, ça l'a mené, par exemple, ici, j'ai nommé quelques pays auxquels on peut s'identifier, qui ont des systèmes qui sont similaires aux nôtres. Donc, en Angleterre, un peu après l'annonce de l'OMS, la NHS, le National Health Service, a adopté un plan qui promettait un déploiement d'une stratégie de soins Digital First dans les 5 années suivantes. C'est en déploiement. Là-bas, là, souvent dans ces pays-là, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, maintenant, la proportion de consultations virtuelles qui se font est beaucoup supérieure. Nous, on parlait récemment
à peu près d'un 3 à 5 d'adoption au Canada, ben, eux, ils étaient déjà rendus entre 70 et 85 dépendant des pays, des citoyens qui avaient déjà fait des consultations vidéo, etc. Fait on était loin, loin, loin derrière. Avec la réalité là, de l'adaptation rapide aujourd'hui, on est en train de rattraper à grande vitesse, mais quand même, là, on voit qu'on est pas mal, on tirait de la patte un petit peu. Même chose en France, ils ont adopté une politique aussi en 2022 pour prôner le virage numérique, même chose au niveau de l'Australie. Donc, quand on parle d'obstacles aux soins virtuels, je pense que la première chose à noter, c'est au niveau du financement. Là, c'est un petit peu c'est un peu technique et tout ça, mais classiquement, ici au Québec, les professionnels de la santé, bon, ils fonctionnent avec souvent l'assurance maladie, la RAMQ. À ce moment-là, pour les actes qu'ils font, ils doivent faire une réclamation à la RAMQ. Et le système de l'assurance maladie ne s'est pas modernisé pendant très longtemps pour pouvoir autoriser le remboursement des actes de façon large qui se font via des moyens de télécommunication. Donc, ce qui était couvert, grosso modo, c'était surtout des consultations téléphoniques de professionnel à professionnel, c'est-à-dire, disons, je travaille comme médecin de famille en région, j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste à Chicoutimi ou à Montréal ou à Québec. À ce moment-là, il y a un code spécial pour pouvoir faire une réclamation des honoraires professionnels, tout ça auprès de la RAMQ. Sinon, si c'était pour, par exemple, j'aimerais à la place de faire un suivi de diabète avec mon patient, à place de le faire venir en clinique, ben, si je faisais par téléphone avec lui, c'est pas quelque chose qui était couvert par la RAMQ. Donc ça, définitivement, c'est un obstacle majeur parce que tous les professionnels, c'est-à-dire 99%, 98% des professionnels qui œuvrent au Québec œuvrent avec la RAMQ. Et puis, au moment, si tu peux pas te faire payer pour tes actes que tu fais, ben, à ce moment-là, c'est un frein important au niveau de la livraison des soins là, par façon virtuelle. Là, ce qui a changé rapidement, c'est que, bon, avec la COVID, on a ouvert les portes, on a dit, OK, ben maintenant, c'est une consultation virtuelle, l'équivalent d'une consultation physique. Je ne sais pas s'ils vont garder ça de façon permanente par la suite, là, mais dès que c'est arrivé le COVID puis qu'ils ont vu, bon, les gens vont avoir de la misère à aller dans les cliniques médicales, ils ont ouvert les vannes là-dessus de un. De deux, le gouvernement a aussi mis en place une autre ressource intéressante. Ils ont dit, ben, écoutez, vous devez vous équiper avec... je vois ici dans le chat qu'on ne voit plus. Est-ce que quelqu'un peut confirmer si ça fonctionne toujours, la présentation? Oui, ça fonctionne toujours. Le problème était de mon côté. C'était de votre côté. OK, c'est parfait. Donc, c'est ça. Donc, le gouvernement a ouvert les vannes. Et aussi, l'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offert aux cliniques de payer les licences de déploiement pour les outils technologiques là, qui permettent les échanges avec leurs patients. Fait que là, autant on était en retard, là, tout à coup, ils ont dit « OK, ben let's go, il faut les adopter tout de suite. Donc, on va vous aider à payer les licences pour avoir l'équipement nécessaire et aussi, on va rembourser les consultations qui se font de façon virtuelle comme si c'était des visites régulières. » Ensuite, il y a les craintes des utilisateurs. On l'a couvert un petit peu tout à l'heure. On a vu dans les slides, OK, qu'est-ce qui se passe avec les données personnelles, qui va avoir accès à ces soins-là, est-ce que les données pourraient être utilisées contre moi dans des décisions relatives à des candidatures, à des postes, à des assurances, tout ça. C'est très intéressant là, avec l'audience qu'on a aussi dans la pratique que je fais avec beaucoup de gestion de cas d'invalidité et tout ça. Fait que ça fait partie des préoccupations des gens, évidemment, qu'est-ce qui se passe avec mon information médicale. Donc, définitivement, des choses qui sont importantes à considérer lorsqu'on est des fournisseurs de soins ou quand on est une entreprise qui va offrir des soins virtuels, eh bien, il faut être capable de répondre à ces questions-là des patients. Donc, bon, ça reprend un peu ce qu'on a dit. Donc, nouvelle ouverture de la part du gouvernement
adoption rapide par les professionnels aussi. Au niveau du public aussi, beaucoup de gens sont passés, là, ont reçu pour une première fois dans les derniers 3 mois une consultation par vidéo, une consultation virtuelle. Je vous dirais, quand je parle avec les gens dans le milieu, là, c'est ça. On me parle souvent de ça a évolué en l'espace de 3 mois, ce qu'on a vu en 10 ans dans les dernières années. Les chiffres aussi qu'on voit en termes de trafic, de nombre de consultations en ligne à travers les différents fournisseurs qui offrent ça, les trafics ont monté d'à peu près x10. On voit vraiment là, un volume de consultations qui est beaucoup plus élevé. Aussi, je regarde mes collègues autour de moi. J'étais peut-être le premier à l'avoir adopté. Maintenant, la moitié des collègues, je vous dirais, à part peut-être certains là, qui ont plus de 70 ans puis qui n'ont plus trop le goût d'apprendre des nouvelles technologies. Même certains d'entre eux le font, mais certains le font moins. Mais la majorité là, des collègues, on s'est tous rapidement là, mis sur les systèmes là, de santé virtuelle aussi. Puis il y en a plusieurs, on fera une petite distinction là-dessus. Cependant, l'accès demeure difficile au public. C'est un peu ça que je disais. Ça, c'est vraiment des exemples de la vie réelle parce que c'est ça qu'on fait quand on est, par exemple, moi, quand je vois des gens sur la plateforme de télémédecine sur laquelle je travaille, nous, on fonctionne beaucoup comme un sans rendez-vous virtuel. Donc, les gens viennent, on fait une première évaluation avec eux et tout ça. Puis, bon, je dirais peut-être à peu près 60 à 70% des problèmes, on est capable de les régler directement sur la plateforme, mais parfois, on doit référer nos patients vers une visite en personne dans leur clinique régulière parce que ça dépasse qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une blessure musculo-squelettique qui est un peu complexe, qu'on ne peut pas évaluer au complet sans un examen physique, toucher l'articulation, tester les forces, etc. Donc, des fois, il faut référer de retour là, vers les cliniques régulières des gens. Puis à ce moment-là, souvent, on reçoit par la suite, on fait un suivi, puis ils nous disent, écoute, j'ai appelé ma clinique, c'est l'enfer. Ma clinique habituelle, ils ne voient plus personne, ils font juste par téléphone, donc eux non plus ne peuvent pas me voir par personne. D'autres vont me dire, ouais, j'ai appelé, mais je ne peux pas avoir un rendez-vous avant 3 à 4 semaines. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour m'aider entre-temps? Je comprends que j'ai besoin d'une évaluation physique, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, tu sais, tout ça, ça me dit, oui, à chaque fois, les gens, quand ils retournent vers le public, c'est un peu ça qui se passe, malgré le fait que les médecins au public ont accès à ces outils virtuels pour communiquer avec leurs patients. Les délais demeurent très longs. Donc, ils vont être capables de faire une vidéo avec eux ou de les voir en personne, mais dans 2, 3, 4 semaines. Donc, l'accès demeure très difficile. Ça, c'est la raison pour laquelle la santé virtuelle ne va jamais disparaître. C'est vraiment la réponse des patients. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on voit. Je vais retourner, je suis déjà retourné en clinique physique. Là, je fais un mix des deux en ce moment, mais on ne retournera pas vers un mode traditionnel de sitôt parce que les gens ont adopté ces outils-là de façon rapide, puis ils voudront plus retourner en arrière. Les gens qu'on voit commencer à consulter une première fois, ben, ils vont revenir parce que c'est tellement pratique pour eux. Ils évitent de devoir conduire 45 minutes, se rendre dans un endroit, avoir de la misère à trouver du stationnement, attendre pendant des heures pour avoir un rendez-vous, finir par voir quelqu'un, mais avoir été exposé dans une salle d'attente pendant très longtemps. Donc, les façons traditionnelles étaient tellement peu commodes qu'une fois que les gens utilisent une consultation virtuelle, ils se rendent compte, écoute, je vois même pas pourquoi est-ce que j'ai pas connu ça avant. Puis il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler complètement en ligne, justement. Souvent je pense peut-être 40 à 50% des consultations qu'on voit ces dernières semaines en ligne là, sont en lien avec la santé mentale, par exemple. Pour la santé mentale, tu n'as pas besoin nécessairement d'un examen physique. Oui, là, dans certains cas, tu vas vouloir penser à des problèmes de glande thyroïde, est-ce que ça cause de la fatigue? Peut-être est-ce que la personne a un problème d'apnée du sommeil qui pourrait
contribuer à son problème de santé mentale. Donc oui, il y a des enjeux physiques qui viennent avec, mais on s'entend qu'on est quand même capable avec une discussion là, de cibler quand ça ressemble beaucoup plus à un problème pur d'anxiété, de dépression, des troubles d'adaptation. Donc définitivement, il y a beaucoup qu'on peut faire au niveau virtuel, puis les patients l'apprécient beaucoup. Donc, l'enjeu du public, du privé, comme on a parlé, c'est beaucoup la disponibilité. La question de, tu sais, en ce moment, même s'ils ont les outils, ils doivent attendre là, bien longtemps avant de pouvoir même avoir ce rendez-vous-là. C'est sûr, pour nous, il est précieux le réseau public, mais est-ce qu'il est capable à lui seul de répondre aux besoins de la population? Moi, pour quelqu'un qui œuvre beaucoup dans la santé du travail, par exemple la santé des travailleurs, on voit comment est-ce que c'est essentiel des fois d'avoir recours aussi aux outils qui sont disponibles dans le réseau privé pour pouvoir combler des lacunes au niveau public. Puis à chaque fois que je pense à des initiatives de santé, que ce soit des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de clinique, des nouvelles approches à prendre, j'ai toujours mon petit guide décisionnel que j'ai à l'intérieur de moi qui me dit, écoute, tu as 3 questions à te poser par rapport à ça. La première, c'est-tu positif ou non pour le patient? La deuxième, c'est-tu positif ou non pour l'organisation à laquelle elle se rapporte, son employeur? Et de 3, est-ce que cette nouvelle chose que tu veux adopter est positive aussi pour l'ensemble de la collectivité, qui inclut notamment le réseau public de santé aussi? Puis pour moi, à chaque fois qu'une initiative là, est considérée au sein de l'organisation ou au sein des différentes organisations que je peux conseiller au niveau de la santé, je reviens toujours avec ces 3 paramètres-là, parce qu'on ne voudrait pas, par exemple, faire quelque chose, même si c'est positif pour l'un et pour le deuxième, mais qui est négatif pour l'ensemble de la population. Tu sais, par exemple, moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse tester beaucoup plus en ce moment pour le COVID, qu'on puisse déployer des tests diagnostiques, par exemple, au sein des entreprises, par exemple, d'une façon privée, pouvoir tester le plus de gens possible nous permettrait d'avoir un meilleur portrait épidémiologique et d'aider beaucoup de gens. Est-ce que je me dis, c'est positif pour les patients? Certainement. Est-ce que c'est positif pour les organisations, les employeurs? Certainement. Mais est-ce que c'est positif pour la collectivité? Le problème, par exemple, en ce moment, peut en être un où il manque de réactifs pour pouvoir faire des tests par PCR. Donc, s'il n'y en a pas suffisamment actuellement au niveau, par exemple, des hôpitaux puis du dépistage qui se fait au niveau public, il manque d'écouvillons, il manque de substances primaires pour pouvoir faire les tests. À ce moment-là, si on déploie une stratégie au privé pour faire ça, peut-être qu'on va priver le réseau public de ces ressources-là. Donc, à ce moment-là, ça devient une ressource qui est moins intéressante. Mais par exemple, quand je prends des exemples liés à la santé au travail, puis qu'on se dit, disons, on a un employé qui s'est blessé, cas très classique, il s'est fait une entorse lombaire qui finalement s'est compliquée, il a été absent pendant plusieurs mois, on se rend compte au fil du temps que finalement il y a une hernie discale assez significative qui va comprimer ses nerfs au niveau du bas du dos. C'est des cas très classiques là, que vous voyez tous et tout. À ce moment-là, on sait que si cette personne-là va devoir passer au complet à travers le système public, il risque probablement de perdre des mois avant d'avoir disons, son examen de résonance magnétique dans un hôpital. De 2, ensuite, s'il a besoin d'une infiltration cortisonnée au niveau du dos, il va probablement attendre un autre 2, 3, 4 mois au public avant d'avoir accès à ça. Donc, tout ça, c'est très néfaste pour l'individu en tant que tel parce que lui, ça retarde son diagnostic précis. Ensuite, ça retarde son accès au traitement, donc sa guérison. C'est très néfaste pour les organisations aussi parce qu'il y a des délais inutiles qui sont où est-ce qu'on attend pour l'accès vers les diagnostics et vers les soins qui va faire en sorte aussi de prolonger l'invalidité. Puis on le sait que l'invalidité, ça cause des milliards de dollars en perte en productivité. Donc, c'est pas bon pour la récupération du patient, c'est pas bon pour l'organisation. Et
si les organisations sont capables de financer des tests diagnostiques qui sont liés avec des problèmes de leurs employés, puis qui sont capables de contribuer à l'accès vers les tests diagnostiques puis les traitements plus rapides, ensuite, ça désengorge aussi, par exemple, si on finance des tests d'imagerie au privé, ça va faire en sorte éventuellement que les listes d'attente pour des choses qui sont liées à la santé au travail vont diminuer au public, puis il y a plus d'accès ensuite pour régler les choses qui ne sont pas liées au travail. Donc, c'est bien important, cette espèce d'équilibre-là entre qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'organisation privée et tout ça, en lien avec la connaissance qu'on travaille conjointement aussi avec tout le réseau public qui est tellement important au Québec puis qui fait partie de notre fierté puis de qui on est aussi. Donc, c'est vraiment une collaboration qui doit y avoir là, entre les différentes instances publiques et privées. Puis je vais finir peut-être ma présentation sur cette diapositive-là parce que pour moi, au niveau de l'avenir des soins, c'est peut-être là qu'on a eu le plus de difficultés à développer les outils, puis on a peut-être laissé une personne un peu en patience, qui a dû attendre longtemps, c'est le patient en tant que tel. Parce que si on regarde, là, quand tu travailles dans le milieu, puis tout ça, tu sais, tous les outils qui ont été développés, les dossiers médicaux électroniques, les différentes plateformes qu'on a développées, c'était beaucoup pour faciliter la vie, en fin de compte, des fournisseurs de soins. Maintenant, tout ça se passe de façon tellement fluide entre les échanges pour des images, des images pour les tests d'imagerie, les rapports, les dossiers pharmacologiques sont échangés avec les dossiers médico-électroniques, les pharmacies, le réseau du dossier Santé Québec. Tout le monde a accès à ces choses-là, mais souvent, la personne qui est un peu comme, où sont mes informations médicales? C'est le patient. Lui-même, il y a beaucoup de difficultés à avoir accès à ces documents. Ça commence quand même à être un peu mieux et on a amélioré certaines choses, mais ça demeure difficile. Le Québec a adopté là aussi un portail patient là, qui sont en train doucement d'essayer de déployer. Je m'y suis abonné, j'ai essayé de voir un peu c'est quoi la procédure pour s'y inscrire. C'est un peu l'équivalent du dossier Santé Québec là, que les professionnels utilisent depuis plusieurs années pour accéder aux informations des patients, pharmacologiques, laboratoires, tests d'imagerie, tout ça, qui est très pratique pour les professionnels. Mais cette tendance-là à vouloir faire en sorte que le patient ait accès à son information de santé, puis soit le propriétaire et le gestionnaire de ses dossiers de santé, est extrêmement important. Moi, c'est une de mes priorités. Puis, en regardant les outils qui sont développés, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que les patients vont adopter. Eux, ils veulent quelque chose de facile d'utilisation. Ils veulent quelque chose qui est un peu comme j'ouvre mon Spotify, j'ai accès à ma musique. Ils veulent la même chose à propos de leur dossier de santé. Là. Ils veulent que ça soit tellement facile que là, il y a un quelconque problème. OK, j'ai été à l'hôpital, j'ai eu tel test. Là, je m'en vais faire un suivi avec mon médecin de famille. J'aimerais ça que tous mes rapports soient déjà importés sur mon téléphone, que ce soit aussi simple que le transférer vers mon médecin de famille, puis ensuite organiser un rendez-vous avec lui via mon portail. Donc, je pense que la prochaine étape, qui n'est pas une nouvelle technologie du tout, mais ce qu'on appelle les PHR, donc les Personal Health Records, ou les portails patients, c'est vraiment là-dedans, je pense qu'il doit y avoir un investissement puis qui devienne un outil que les gens vont adopter pour pouvoir surfer à travers tout le réseau de santé, se sentir propriétaire de ces données de santé, d'avoir le contrôle sur la gestion de ces données de santé aussi. Fait qu'il faut vraiment remettre le patient au centre des préoccupations, au centre des innovations, puis des développements, puis des investissements qu'on veut faire au niveau de la santé. Il n'y a pas d'autre façon. Tu auras beau avoir plein de professionnels qui veulent le bien pour ta santé. Si toi-même, tu ne sens pas que c'est ta priorité, que ça t'appartient à toi, les autres ne peuvent pas faire le travail pour toi. Il faut vraiment que ça passe là, par ces portails patients. On peut passer à la suivante. Donc, c'était pour moi la fin de la présentation en tant que telle. Il nous reste du temps pour pouvoir accueillir quelques questions. Désolée, j'étais encore en sourdine. Alors, merci beaucoup, Dr. Lee. Excellente présentation. En fait, je pense que c'est bien d'avoir un peu l'avant et l'impact du COVID qui a forcé
qu'on doit constater que ça a apporté l'accélération de l'utilisation. Puis je vais même m'avancer pour dire l'adoption, parce que quand on l'utilise, on l'adopte. Puis je vais certainement parler pour moi-même ici. Donc, pour moi, mesdames et messieurs, maintenant, ça va être le temps de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez commencer à envoyer à travers le clavardage. Certains ont déjà commencé, mais aussi pour ceux qui voudraient envoyer, poser leurs questions en personne, il suffit de composer le 01. Notre modératrice Fanny vous connectera. Si vous changez d'idée en cours de route, vous composez le dièse et vous serez supprimé de la file d'attente. Nous allons donc commencer par le chat. Ici, j'ai une question de Claude. Croyez-vous que cette méthode pourrait être un outil valable pour réduire les consultations à l'urgence et ainsi réduire la fréquentation et les attentes des urgences? C'est une excellente question. Définitivement oui. Ça nous permet de faire une espèce de filtre préliminaire. Tu sais, je vous donne l'exemple du cheminement d'un patient qui va consulter. La personne où, par exemple, son application va demander d'avoir un contact avec la plateforme. Nous, en tout cas, sur la plateforme sur laquelle je travaille présentement, là, en l'espace d'à peu près 1 minute, il va avoir un infirmier là, qui va se connecter avec la personne, qui va commencer tout de suite à discuter avec elle, puis qui va identifier un peu le degré d'urgence. Fait qu'on donne un exemple, là, disons une personne qui est, on va aller dans le spectre le plus lourd, là, qui est clairement suicidaire, désorganisé, il a de l'air intoxiqué, quoi que ce soit. Si tu as de l'air réellement dangereux ou genre a de l'air à être en train de faire une crise cardiaque, quelque chose, directement, on a un protocole, puis ça passe même pas au niveau suivant à parler avec la super infirmière ou avec le médecin. On le réfère directement à l'urgence. Mais pour ces un cas-là, de temps en temps, qui sont dans le spectre très grave, là, qu'on doit envoyer vers des soins aigus comme ça, on a 15 autres cas qui sont des cas où est-ce que la personne peut-être serait allée consulter justement à l'urgence pour des problèmes, en fin de compte, qui sont pas si majeurs que ça. Mais quand tu connais pas nécessairement les conditions de santé, quand tu connais pas qu'est-ce qui fait en sorte que c'est grave ou c'est pas grave, certainement le réflexe souvent va être d'aller consulter. Puis classiquement, disons, là, ces dernières années, ce qu'on verrait, beaucoup de familles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler peut-être le 811, qui est une très bonne ressource. Là, je dirais pas du tout là, de ne pas consulter le 811, mais c'est sûr que quand tu étais par téléphone, tu n'avais pas la capacité vidéo, tu n'avais pas ça. Au niveau du 811, souvent, ce qui se passe, c'est que si tu identifies un symptôme, par exemple, qui pourrait être suggestif de quelque chose de grave, ben, tu sais, ils n'ont pas le choix, ils vont dire, ben, il faut peut-être consulter à l'hôpital, il faut peut-être à l'urgence. Hein. Là, on est capable d'aller un step plus loin. Tu sais, c'est pas juste un fil téléphonique comme le 811, par exemple. Dans la plupart des cas où est-ce que c'est pas une urgence là, de t'envoyer tout de suite, là, quand l'infirmière t'a parlé, ça n'a pas de l'air qu'il faut t'envoyer à l'urgence. Après ça, elle va te mettre dans une salle d'attente, puis un médecin ou une super nurse, une infirmière praticienne spécialisée, va ensuite te voir, là, souvent, tu sais, dans les quelques minutes suivantes. On va être rentré en conversation avec toi, on part une conversation vidéo, puis là, on est capable probablement d'éliminer beaucoup des problèmes qu'on enverrait à l'urgence, puis souvent même de les régler directement sur la plateforme, prescrire les traitements, prescrire les tests d'investigation. Fait que c'est définitivement, c'est un outil qui réduit là, les visites à l'urgence. Fanny, est-ce qu'on a des questions par téléphone? Non, on n'a pas de questions en ce moment par téléphone. Je vais continuer avec les questions du chat. Il y en a une qui a été, qu'on vient un peu d'adresser, mais peut-être que vous avez autre chose à y ajouter, qui est une question de Rosemary. Quel est le rôle de l'infirmière praticienne dans le modèle des soins télémédecine privés-publics? Bon, les infirmières praticiennes spécialisées ont un grand rôle à jouer. Disons, ça a commencé avec, disons, moi, la plateforme avec laquelle je travaille en ce moment de télémédecine, c'est une plateforme privée. Et là-bas, avant qu'on ait des médecins qui se joignent à la plateforme, c'était réellement là, une plateforme, je pense, qui était probablement à 90% avec des infirmières praticiennes spécialisées là, qui faisaient beaucoup de diagnostics, de plans de traitement et tout ça. Puis ils avaient un médecin
répondants là, qui travaillaient en partenariat avec eux. Fait que c'était vraiment une équipe médicale qui était basée comme ça. Là, récemment, beaucoup de médecins ont diminué leur volume en personnes. Donc, il y a beaucoup de médecins qui sont apparus sur la plateforme aussi. Fait que maintenant, c'est un équilibre là, qui est un peu différent, mais on a beaucoup d'infirmières praticiennes spécialisées et quelques médecins qui travaillent sur la plateforme aussi. Donc, c'est vraiment un partenariat qui se passe entre les deux. Maintenant, une des choses qui est intéressante au niveau du réseau public, c'est que eux, la façon que c'est fait en ce moment, là encore, pour les gestions de maladies chroniques, pour ces choses-là, là, les suivis médicaux pour des conditions à long terme, ça te prend tout d'abord une certaine prise en charge par une équipe. Nous, notre plateforme là, privée, tout ça, et son mandat en ce moment n'est pas de devenir ton équipe traitante, de remplacer ton médecin de famille, puis de te suivre à long terme pour tes problèmes de santé. Il pourrait le devenir. Je vois certainement un besoin de la population vers pouvoir avoir besoin de ça. Mais sa mission actuelle, c'est pas celle-là. Mais au public, c'est vraiment important ces choses-là, parce que si on regarde, par exemple, un suivi de diabète, un suivi de problèmes métaboliques, d'obésité avec de l'hypertension, puis du cholestérol. Tous ces problèmes-là ont besoin d'avoir des suivis périodiques. On prend le diabète, par exemple, là, qui est vraiment un cas là, qui a besoin de plusieurs suivis et tout ça. Oui, je pense que pour faire le premier diagnostic, pour faire tout ça, tu as besoin d'une visite en personne, établir le lien, établir ça, même que le diagnostic est posé, que le plan de traitement est posé, qu'on a commencé la première médication, qu'on a émis toutes les recommandations. Après ça, il y a plusieurs visites de suivi qui doivent être faites pour voir comment progresse la situation médicale, comment est-ce qu'il faut s'adapter, qu'est-ce que le patient bénéficie, c'est quoi les risques, y a-t-il des effets secondaires avec la médication, est-ce qu'on a atteint nos cibles, est-ce qu'on a fait tout ça? Ça prend des suivis périodiques. En fin de compte, là, disons une infirmière praticienne spécialisée ou un médecin qui voudrait faire un suivi de ce patient-là, peut-être que dans la première année suivant son diagnostic, il y aura besoin de voir au total la personne une première fois, puis peut-être 3, 4, 5 suivis là, durant la première année. C'est l'année la plus complexe là, où on met en place tout le système pour améliorer la santé, puis gérer la maladie, que la personne apprenne à vivre avec aussi. Probablement que dans ce contexte-là, une ou deux des 4-5 visites pourrait être physique, la première, puis peut-être une autre à un certain point parce qu'on veut examiner certains organes cibles, etc. Mais probablement que 2 ou 3 de ces 4-5 visites-là pourraient être faites virtuellement. Par exemple, il y a son moniteur maintenant de prise de glucose, il ramasse ses données, il suit sa tension artérielle aussi. Tout ça, c'est accumulé sur son portail patient ou ce qu'il utilise comme technologie, ou s'il est moins technologique, il va nous rentrer ça sur un document, tout simplement un fichier Excel ou peu importe comment il veut, ou un courriel. Puis ensuite, tu envoies ça par voie électronique à ton professionnel. Puis il y a beaucoup de cliniques là, qui fonctionnent, là, qui échangent des courriels puis tout ça, ce qui est très pratique pour les patients. Puis ensuite, ces visites de suivi-là peuvent se faire là, par téléphone, par vidéo, de différentes façons. Fait que probablement qu'on s'en va vers un espèce de modèle où on va trouver c'est quand les moments opportuns pour voir les patients en personne, puis c'est quand les moments opportuns pour faire des suivis par vidéo ou par téléphone. Je pense qu'il y a beaucoup de place à l'innovation dans ce sens-là. Une autre question, François. Si après une consultation virtuelle, la personne doit être vue en personne et le médecin la réfère à sa clinique, est-ce que le coût de la consultation virtuelle peut être perçu comme des frais accessoires? Est-ce que le coût de la consultation virtuelle peut être perçu comme des frais accessoires? Je pense pas au niveau de, comme ce qu'on voulait dire à l'époque, faire des frais accessoires comme l'administration des gouttes. Là, souvent, c'est les frais accessoires qu'on regardait ça à l'époque. C'était beaucoup, surtout autour de controverses, de certains actes qui étaient posés en clinique, qui étaient comme pas couverts par la RAMQ, puis qu'on pouvait facturer et tout ça. Là, ici, si on parle d'un coût global de la consultation, est-ce que, dans le fond, ça coûte plus cher si on prend une consultation où la personne a dû passer par un système virtuel avant, puis ensuite éventuellement être dirigée
Moi, je pense pas. Quand on regarde ça, en fin de compte, là, par le nombre de consultations en personne qu'on est capable d'éviter, ben, le coût total, en fin de compte, revient probablement moins cher que les fois où on a besoin de commencer avec une consultation virtuelle puis de passer vers un milieu physique. Il faut comprendre aussi que dans le coût total, là, on a l'impression des fois là, que, en fin de compte, les frais qui sont liés aux services médicaux, pourquoi les soins de santé coûtent si cher, là, en fin de compte, c'est beaucoup à propos du brick and mortar. C'est vraiment ça qui coûte une fortune. Moi, je regarde en ce moment les prix pour lesquels les individus sont couverts virtuellement. J'ai vraiment de la misère même à comprendre comment est-ce qu'on fait pour livrer des soins de qualité comme ça à des gens à des prix si modiques, mais c'est parce qu'on élimine toute la question immobilière et tout ça. En fin de compte, là, par le nombre de visites évitées, c'est sûr que le coût global est définitivement moins cher. Je vous dirais pas si ça avait l'air que qu'on voit des gens finalement, on finit par dire à 70% du monde, ah, ben, tu sais, je peux pas régler ça avec vous, vous devriez aller consulter en personne. Probablement que les chiffres sont plus autour de, on est capable de régler entre 60 et 70% des problèmes complètement online, versus à peu près peut-être 30 à 40% du temps, ça a besoin d'un suivi en personne ou d'un examen en personne. Mm-hmm. On a beaucoup de questions, fait que c'est une bonne nouvelle. Pour certains, c'est une question de Lise. Pour certains problèmes, comme des problèmes de peau, pensez-vous qu'il y aura plus de références à des dermatologues ou que le médecin va demander de le voir avant de le référer? Moi, je vous dirais, on voit une tonne de problèmes dermatologiques. En ce moment, c'est les piqûres qui se passent à l'extérieur, les raches au soleil, les problèmes d'allergie, les urticaires cutanées. Fait que définitivement, on voit beaucoup de cas en ligne de dermatologie. Je vous dirais que la majorité, on les traite en première ligne. Donc, soit l'infirmière praticienne spécialisée des infections de peau aussi, soit les infirmières praticiennes spécialisées où le médecin va prescrire directement les traitements, faire les diagnostics et tout ça. Il y a des sites aussi avec des dermatologues. Nous, on a un dermatologue associé là, qui est dans la province, je pense, de l'Ontario, entre dans une autre province canadienne. Là, pour l'instant, il s'occupe là, de cette province-là. Éventuellement, il va pouvoir faire aussi des consultations interprovinciales. Mais oui, il y a un lien à un moment donné où est-ce qu'on voit, ben écoute, disons, pour tel problème de psoriasis important, on a essayé un traitement, on a essayé un deuxième. J'aimerais ça peut-être avoir l'opinion d'un spécialiste là-dessus. À ce moment-là, on peut faire aussi des références qui vont vous voir en ligne aussi. Le dermatologue qui travaille dans ma clinique physique, maintenant fait des consultations virtuelles en dermatologie. Fait que les dermatologues, c'est la même chose. Eux autres aussi, ils passent vers le virtuel. Un moment donné, quand tu n'es pas sûr de quelque chose, des fois, tu as besoin d'être examiné en personne. Je voyais quelqu'un qui avait sur le bout du nez une lésion qui pouvait ressembler à peut-être, c'était juste de la rosacée, mais peut-être aussi, ça pouvait être ce qu'on appelle un carcinome basocellulaire, par exemple un cancer de peau. Non, écoute, moi, c'est pas une affaire que je suis confiant à 100% que je vais régler là. Fait que je vais vous référer pour aller voir un examen en personne, là, pour aller vraiment regarder de proche cette lésion-là, puis décider est-ce qu'on fait une biopsie, est-ce qu'on enlève un morceau pour aller vérifier si c'est cancéreux. Mais pour ce un cas-là, de temps en temps, qui a besoin de ça, ben on va voir 10 cas de personnes qui ont des infections à champignons sur leur peau, puis 15 autres de gens qui ont de l'eczéma, du psoriasis, puis un autre 10 autres qui a du psoriasis, puis de l'acné, qu'on est capable de diagnostiquer puis traiter en ligne. Merci. Autre question. Alors, de Claude. Comment ça fonctionne pour obtenir une prescription, le cas échéant, et faire le relais avec notre pharmacien ou un rendez-vous avec un médecin spécialiste pour pousser les examens aux besoins? OK. Fait que ça, je vous dirais, nous, maintenant, les pharmaciens, là, ils n'aiment pas beaucoup non plus les copies papier avec le COVID et tout ça. Fait que ça tombe bien. Là, on peut faire des prescriptions directement dans les pharmacies. Fait que les gens, par exemple, qui vont venir consulter sur la plateforme sur laquelle je travaille, ils vont, disons qu'on décide, là, on va vous prescrire tel traitement. À la fin de la consultation, je valide avec eux, bon, vous allez bien à telle pharmacie. Moi, j'ai déjà toute ma liste sur mon système, puis tout ça, de toutes les pharmacies au Québec. Puis là, je rentre les données, OK, ouais, c'est la bonne.
je la valide avec vous, parfait. J'envoie la prescription directement via le système. Le patient, il n'a jamais à toucher à sa propre prescription. Ça s'en va à la pharmacie. À peu près 30 minutes, 1 heure après, le pharmacien téléphone au patient, lui dit « J'ai reçu une prescription pour vous, voulez-vous que je vous prépare vos médicaments? » Puis là, quand c'est une pharmacie qui fait des livraisons, tu peux même livrer les médicaments à domicile pour le patient. C'est très pratique. Et peut-être que je prends une 2h57. Je prends une dernière question ou deux, dépendant de la complexité de la réponse. Actuellement, de Michel. Actuellement, plusieurs services offrent la médecine virtuelle, moyennant des frais mensuels. Croyez-vous que la RAMQ pourrait emboîter le pas et le rendre accessible pour tous gratuitement? Ça serait idéal. Ça serait idéal qu'on ait vraiment un système. Tu sais, moi, je peux imaginer un monde, par exemple, où même dans une gestion d'urgence, par exemple. Tu sais, en ce moment, si tu travailles dans une urgence, là, disons une grande urgence, tu vas avoir 2, 3, 4 médecins qui s'occupent des urgences majeures, le monde qui arrive en ambulance, qui ont besoin d'être réanimés, etc. Là, tu vas en avoir 2, 3 autres qui vont travailler à l'urgence mineure, des gens qui sont foulés la cheville, qui est arrivé telle affaire, etc. Puis là, ils vont rouler du monde. Puis souvent, tu as aussi un médecin qui est comme une espèce de coordonnateur qui reçoit des téléphones, qui va gérer d'autres affaires, qui va gérer les équipes et qui va pouvoir aider aussi d'autres centres autour. Il pourrait y avoir aussi une personne qui serait attitrée à faire des consultations en ligne. Tu sais, disons, on reçoit certaines consultations, tu sais, ça pourrait remplacer une partie de l'urgence mineure, par exemple. Ça rentre avec la question que l'autre personne demandait tout à l'heure aussi, est-ce que ça peut désengorger les urgences? Tu sais, pour des problèmes d'urgence mineure, si c'était couvert par le public puis qu'il y avait un tel service, même dans une urgence, il pourrait y avoir aussi, tu sais, quand il y a un médecin qui n'a pas de patients physiques qui sont là, puis tout ça, il pourrait être strictement dédié de son côté, un des membres de l'équipe, à faire des consultations virtuelles pour des cas qui auront été référés. Écoute, je pense qu'il y a peut-être besoin d'aller à l'urgence, ce patient-là, etc., mais c'est pas sûr. C'est quand même pas si grave que ça. Parfait, on le voit virtuellement comme ça. Fait que si la RAMQ et le gouvernement du Québec voulaient rendre ce genre de service-là très accessible, c'est sûr, d'après moi, que les professionnels embarqueraient. C'est sûr que la population serait très contente aussi d'avoir accès à ça. Est-ce que c'est dans les cartons en ce moment de prévoir ça? Là, je vous dirais non. Tu sais, les mesures qui ont été prises plutôt en ce moment, justement, c'était de faciliter l'accès vers la technologie. Donc, on va vous aider à payer des licences pour que vous puissiez faire des vidéoconsultations avec les outils qui existent. Et on va aussi favoriser le remboursement des consultations que vous faites par vidéo. Mais ça n'a pas changé la gestion clinique, commencer, etc. Fait que, il n'y a pas à ce moment-ci un équivalent de ce qui se fait dans les services privés avec l'espèce de consultation sur demande. Puis c'est peut-être la grosse différence entre les deux. Fait qu'en gros, là, si c'est à travers ton médecin, tu vas appeler à la clinique, ils vont te dire on va te prévoir soit un rendez-vous vidéo téléphonique avec ton médecin dans 2-3 semaines, versus si tu consultes sur un des systèmes là, que les assureurs ou les employeurs là, vont contracter, comme celui sur lequel je travaille, là, tu vas être vu là tu vas être vu aujourd'hui, d'ici 5, 10 minutes, 15 minutes. Fanny, j'ai oublié de redemander, est-ce qu'on avait quelqu'un, je voudrais juste pas ignorer les gens qui ont osé faire le 01? Non, on n'a pas de questions, non? Malheureusement. OK, parfait. Je vois qu'il est 3h01, je vais devoir fermer. Alors, le webinaire est maintenant terminé. On espère vraiment qu'il vous aura été utile. Merci pour votre engagement. Toutes les questions, il en reste quelques-unes auxquelles on n'aura pas pu y répondre, malheureusement, mais n'hésitez pas à les envoyer peut-être à TELUS Santé, @telus.com. Et on essaiera de vous retourner les réponses à vos questions. Alors, juste peut-être une dernière chose aussi, et n'hésitez pas, c'est ça, si jamais vous avez aussi des choses que vous voulez développer davantage. On travaille vraiment sur beaucoup de solutions. Moi, de mon côté, là, plus personnellement, c'est sûr, là, sur les enjeux de l'invalidité, de la santé, sécurité au travail, puis tout ça. Puis, je pense qu'il y a des outils vraiment intéressants. Puis plusieurs des entreprises là, qui participent au panel aujourd'hui ou qui sont parmi les sponsors, je sais qu'ils ont des super belles initiatives, eux autres aussi, là, en manière d'innovation dans le domaine là, de l'invalidité, de la santé, sécurité au travail et tout ça, le retour au travail, la réadaptation.
Fait que si jamais vous voulez en discuter, là, puis que ça vous intéresse, là, moi, c'est vraiment des thèmes qui me passionnent. Fait que si jamais il vous relaie des informations à TELUS, puis que vous voulez mettre en contact avec moi, là, ça va me faire absolument plaisir de vous parler. Puis aussi, on a des vraiment belles initiatives en ce moment sur lesquelles on travaille là, dans le domaine de la santé mentale, parce qu'on le voit, les gens, ils souffrent tellement de ça en ce moment, l'isolation, le stress, l'anxiété, les changements, ça rend les gens très anxieux, des fois dépressifs aussi. Puis là, on est en train de travailler là, sur des nouveaux outils qui sont tout à fait extraordinaires. Fait que si vous avez des ennuis avec ces affaires-là, vous aimeriez discuter, là, moi, ça me fait vraiment plaisir de parler de tous ces enjeux-là. Merci. Merci encore. Puis, d'ici quelques minutes, vous allez recevoir, encore, je vais parler du sondage, alors vous pouvez aussi passer des commentaires, poser des questions, mais merci d'y répondre à l'avance. Je tiens à vous rappeler que nous allons soumettre la feuille de présence pour l'obtention des crédits de formation et nous vous reviendrons d'ici une semaine. On voudrait vous remercier, ainsi que de remercier tous nos commanditaires et assureurs partenaires d'avoir rendu possible ce webinaire. Maintenant, ne manquez pas notre prochain webinaire de la série qui est mercredi le 17 juin. Notre invité sera M. Marc Parent et on discutera de l'accès des biosimilaires au marché. Alors, surveillez vos courriels. On va vous acheminer l'information et l'invitation sous peu. Alors, sur ce, on espère que vous avez apprécié cette présentation aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente après-midi. Merci à tous.